Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite du chapitre consacré au courant continu et au courant alternatif. Aujourd'hui on va voir les caractéristiques du courant alternatif, donc on va effectuer quelques calculs. Et donc on va commencer déjà par un prérequis, c'est comment on lit un oscillogramme. Alors on a déjà découvert ce qu'était un oscillogramme, c'est quand vous branchez sur un circuit un appareil qu'on appelle un oscilloscope. Il mesure l'évolution de la tension au fur et à mesure que le temps s'écoule, et ça a permis de découvrir la caractéristique du courant alternatif. Un oscillogramme, donc c'est ce qu'on voit sur l'écran d'un oscilloscope, et on a cet oscillogramme qui est ici. L'appareil est réglé sur la graduation suivante: 2 volts / div, ça veut dire 2 volts par division verticalement, et 10 millisecondes par division horizontalement. Alors une division c'est un carreau. Donc en fait quand on nous dit ça, 2 volts par division verticalement, ça nous indique simplement qu'ici c'est gradué de 2 en 2. C'est-à-dire qu'ici on a 2, 4, 6, 8, et dessous on a, évidemment on a 0 ici, moins 2, moins 4, moins 6, moins 8. Horizontalement, dire qu'on a 10 millisecondes par division, ça veut dire que l'axe horizontal est gradué de 10 en 10. Alors, une erreur ici, c'est de 10 en 10. Et donc, ça veut dire qu'ici, là on a 0, là on a 10 millisecondes, là on a 20 millisecondes, 30 millisecondes, 40 millisecondes, et de l'autre côté, moins 10 millisecondes, moins 20 millisecondes, exactement ici. Ici on a moins 30 millisecondes, et ainsi de suite. Voilà ce que signifie là le réglage des réglages sur un oscilloscope. Donc on utilise cette notation volt par division, c'est-à-dire volt par carreau verticalement, et seconde ou milliseconde, ça dépend ce qui est précisé ici, par division horizontalement pour mesurer le temps. Alors on va continuer en découvrant la notion de tension maximale et tension efficace d'un courant alternatif. Alors ça ne marche que pour les courants alternatifs, pas pour les courants continus, hein. On ne se pose pas ce genre de questions avec un courant continu. Dans un courant continu, il n'y a pas de notion de tension maximale, la tension qu'on mesure c'est la tension efficace. Mais quand on a un courant alternatif, eh bien, il y a une différence entre les deux. Alors c'est dû au fait que le courant en fait n'arrête pas de varier. Sa tension n'arrête pas de varier. Et donc on va voir un petit peu ces notions. Alors on considère le circuit électrique suivant. Alors il y a des nouveautés. Vous avez ici donc une résistance. On a un circuit ici, vous avez ici un interrupteur et une lampe. Sur cette lampe, on a collecté un voltmètre. Jusque-là, vous connaissez. Le générateur qu'on utilise ici n'est pas un générateur habituel, ça s'appelle un GBF. C'est un GBF, c'est un générateur basse fréquence. GBF. Voilà, j'en ai au laboratoire, mais bon, on les a pour l'instant jamais utilisés, parce qu'en fait, je les utilise avec votre classe que sur le dernier cours de l'année, c'est-à-dire celui qu'on est en train de faire en ce moment. Donc le GBF, c'est le générateur, alors il permet de faire varier la tension et ainsi de suite, il y a de nombreux réglages dessus. Et l'appareil qu'on a rajouté sur cette lampe, ici on a branché ceci, et ça c'est un oscilloscope, c'est le symbole d'un oscilloscope. On va donc effectuer deux mesures en même temps aux bornes de cette lampe. Le voltmètre va mesurer la valeur de la tension, et l'oscilloscope en même temps va mesurer l'évolution de cette tension. Et voici ce qu'on a obtenu sur l'écran de l'oscilloscope. Donc on voit que le GBF, le générateur basse fréquence, délivre un courant alternatif périodique sinusoïdal. L'oscilloscope est réglé de la manière suivante: 2 volts par division et 10 millisecondes par division, c'est les réglages que j'ai expliqués dans la première partie du cours. Alors maintenant on va relever la tension maximale. On voit que la tension du courant varie en permanence. La tension maximale, c'est la valeur la plus haute atteinte par le courant. Alors s'il y a 2 volts par division, ici c'est gradué de 2 en 2, et donc ici on voit qu'on est sur la deuxième petite division, donc en fait on est à exactement ici 2 grosses divisions plus 2 petites, en fait on est à 4,4 volts. Donc la tension maximale atteinte par le signal c'est 4,4 volts. Alors ça veut dire quoi cette tension maximale? C'est qu'en fait le courant n'arrête pas de varier, et le plus haut qu'il monte, où il monte, c'est 4,4 volts. Si on regarde l'écran du voltmètre, alors là vous ne pouvez pas le voir, on aurait fait cette expérience au laboratoire bien sûr si on y était, mais si je branche le voltmètre et que je me mets exactement dans cette situation, eh bien ce que je vais voir sur le voltmètre c'est 3,11 volts. L'oscilloscope et le voltmètre mesurent tous les deux la tension aux bornes de la même lampe. Le voltmètre mesure ce qu'on appelle la tension efficace, donc ça c'est la tension efficace, on notera U pour tension, F pour efficace, et l'oscilloscope montre les variations de cette tension en temps réel. Donc le voltmètre et l'oscilloscope qui sont branchés tous les deux aux bornes de la même lampe nous donnent deux mesures différentes. Le voltmètre nous donne une tension efficace UF à 3,11 volts et l'oscilloscope nous donne la variation de cette tension en temps réel et passe par un maximum égal à 4,4 volts qu'on note Umax. Ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va diviser Umax par UF. Donc en fait on va diviser 4,4 par 3,11.
On prend la calculatrice et on obtient à peu près 1,414. Et bien en fait ce résultat est général. Quel que soit le circuit, si on connecte un voltmètre et un oscilloscope au bord d'un même dipôle, ici c'était une lampe, on mesure sur le voltmètre la tension efficace qu'on note UF, et on observe sur l'écran de l'oscilloscope la tension maximale Umax. Si on divise Umax par UF, ce que nous avons fait, on obtient toujours à peu près 1,414. Et en fait, ce nombre, c'est tout simplement racine carrée de 2. Si vous prenez une calculatrice que vous calculez racine carrée de 2, vous tomberez à peu près sur 1,414. Et bien, quel que soit le circuit, on tombe toujours sur le même nombre. Et de ça, on déduit donc deux formules qui permettent de trouver Umax quand on connaît UF et de trouver UF quand on connaît Umax. Ces deux formules sont les suivantes. Umax égale UF fois racine carrée de 2. Autrement dit, si je connais la valeur de la tension efficace montrée par le voltmètre, je peux trouver la valeur de la tension maximale atteinte par le signal en multipliant par racine carrée de 2. Et à l'inverse, si je connais la tension maximale affichée par l'oscilloscope, je peux déterminer, c'est-à-dire prévoir ce qui sera affiché sur le voltmètre, la tension efficace, en divisant la tension maximale par le nombre racine carrée de 2. Alors ne vous laissez pas impressionner, racine carrée de 2, vous pouvez le remplacer par 1,414 dans vos calculs, et ça marche aussi bien. Et si vous êtes à l'aise avec la calculatrice, vous pouvez utiliser la touche racine carrée de 2. Voilà, maintenant on va faire deux petites applications qui vont nous permettre de fixer ce qu'on vient de voir, parce que c'est assez abstrait, et j'espère que ces applications vous aideront quand vous aurez à faire les exercices que je vous donnerai. On va commencer par l'application 1. Dans un circuit électrique, on a branché un oscilloscope au bord d'une lampe et observé le signal ci-dessous. Donc on voit déjà qu'on a un signal qui est alternatif, périodique, sinusoïdal. Les réglages de l'oscilloscope sont les suivants: 5 volts par division, donc ça veut dire qu'ici c'est gradué de 5 en 5, 5, 10, 15, 0, moins 5, moins 10, moins 15, et 50 millisecondes par division, ben ici on a 0, 50 millisecondes, 100 millisecondes, 150, 200, et ainsi de suite. Quelle est la tension maximale observée? Donc, la tension maximale observée s'obtient sur l'oscillogramme. Et donc en fait c'est le maximum auquel monte la tension, c'est-à-dire ici. En fait si c'est gradué de 55, ben, on est tout simplement à 15 volts de haut. Donc la tension maximale, qu'on note U, qui veut dire tension max, est égale à 15 volts. On branche un voltmètre au bord de la même lampe. Quelle sera la tension lue sur l'écran du voltmètre? Alors cette tension lue c'est UF, tension efficace, c'est celle qu'affiche le voltmètre, et pour la calculer, ben, on va rappeler les formules. Et donc on a nos deux formules dont on dispose, on sait qu'on connaît Umax, et on veut calculer UF, c'est donc cette formule qu'on va utiliser. UF, c'est Umax sur racine carrée de 2. Umax, on la connaît, c'est 15 volts, on l'a lu sur l'oscillogramme, donc c'est 15, et on sait qu'on peut remplacer par racine carrée de 2 par 1,414. On n'a plus qu'à attraper la calculatrice et effectuer ce calcul. On obtient 10,61 volts à peu près. Alors en fait, ce qu'on vient de dire, c'est que la tension arrive bien à un maximum de 15 volts, mais nous, ce qu'on peut exploiter, ce que nous montre le voltmètre, c'est qu'on dispose de 10,61 volts. Donc l'appareil est alimenté par une tension de 10,61 volts en moyenne, qui bouge en permanence et qui atteint un maximum temporaire de 15 volts, mais qui n'arrête pas de bouger. Deuxième application, dans un circuit électrique, on a branché un voltmètre au bord d'une résistance, on mesure sur l'écran du voltmètre une tension de 4,8 volts. Puisque c'est sur le voltmètre, ça veut dire qu'on est en train de dire que la tension efficace, UF, est égale à 4,8 volts. La résistance est alimentée par un courant alternatif sinusoïdal. Quelle est la tension maximale? En fait, ce qu'on nous demande de trouver, c'est Umax. On va retrouver les formules. Et on s'aperçoit qu'ici, on dispose de la valeur de UF, et on veut calculer Umax. C'est donc cette formule-là qu'il va falloir utiliser. Umax s'obtient en multipliant UF par racine carrée de 2. On remplace UF par la valeur qu'on nous donne à l'énoncé, c'est-à-dire 4,8. Et racine carrée de 2, on peut le taper tel quel ou remplacer par 1,414. On n'a plus qu'à prendre une calculatrice. Et on obtient à peu près 6,79 volts. Voilà, donc on a un courant qui est alternatif, qui passe par un maximum de 6,79 volts, mais en moyenne, il a une tension efficace de 4,8 volts seulement. Donc à retenir dans cette partie du cours, le voltmètre donne toujours la tension efficace, UF, directement sur l'écran, et l'oscilloscope donne toujours la tension maximale, Umax, et ça c'est le point le plus haut sur le schéma qui s'affiche sur l'écran de l'oscilloscope. Alors là on arrive à la dernière partie de ce cours, donc sur la notion de période et fréquence d'un courant alternatif.
On va considérer le circuit qui est ici. Donc le circuit est à nouveau alimenté par un GBF. Je vous rappelle que ça c'est un générateur basse fréquence. Et donc on a ce générateur basse fréquence qui alimente une résistance, une lampe, et il y a un interrupteur. Et au bord de la lampe est branché un oscilloscope. Je vous rappelle que ça c'est le symbole de l'oscilloscope. Et donc sur l'écran de l'oscilloscope, on a ce schéma qu'on appelle un oscillogramme qui montre qu'on a bien un courant alternatif périodique sinusoïdal. Et donc c'est ce courant qu'on va étudier. Voilà, j'ai refait ma mise en page pour une question simplement de place sur l'outil que j'utilise. Donc l'oscilloscope est réglé de la manière suivante, on a 2 volts par division verticalement, ça veut dire que les gros carreaux sont gradués de 2 en 2, et 10 millisecondes par division horizontalement, ça veut dire que les gros carreaux horizontalement mesurent 10 millisecondes. Quelle est la période en millisecondes de ce signal alternatif périodique sinusoïdal? Alors c'est la première fois qu'on s'intéresse à ça de près. En fait la période, c'est la durée d'un schéma du signal. On voit qu'ici le signal fait ça, il descend, il remonte ici, il remonte, et là il a fait un entier. Il refait le même schéma une deuxième fois, et il repart pour un troisième schéma, ainsi de suite. Et donc en fait, la période, c'est la durée de ce schéma. Donc il faut aller sur l'axe horizontal qui mesure le temps. On prend 2 crêtes successives, ce qu'on appelle les crêtes, c'est les points hauts. Alors ici, on voit qu'on a 4 carreaux qui séparent ces 2 crêtes, et là on a 4 carreaux qui séparent ces 2 crêtes. On fait comme on veut, dans tous les cas ça fait 4 carreaux. Et puisque un carreau fait 10 millisecondes, et bien en fait, la période c'est 4 fois 10 millisecondes, ce qui fait 40 millisecondes. C'est-à-dire que le signal met 40 millisecondes à faire un schéma de base. Convertissez cette période en secondes. Alors il faut se rappeler que millisecondes, dans millisecondes on entend milli, donc on va diviser par 1000. Donc en fait la période en secondes c'est 40 divisé par 1000, ce qui fait 0,04 secondes. Alors ça fait pas beaucoup, mais bon, ce sont des variations qui sont très rapides. A l'aide d'un produit en croix, déterminons le nombre de périodes du signal en 1 seconde. Alors on retrouve le tableau de proportionnalité comme on l'a vu au premier cours de l'année en mathématiques. Nombre de périodes, une période dure 0,04 secondes. Et nous, on nous demande combien de périodes en 1 seconde. Donc on va faire un produit en croix, je vais le faire ici. Donc en fait, le produit en croix donne 1 fois 1 divisé par 0,04. Ce qui fait 25. Ça, c'est le nombre de périodes en 1 seconde. Il y a 25 fois ce schéma exécuté en 1 seule seconde. Donc le signal enregistre 25 périodes en 1 seconde. Définition, le nombre de périodes en 1 seconde, c'est-à-dire 25 ici, est appelé fréquence. Cette fréquence est notée F et exprimée dans une unité qui est le Hertz, E-H-R-T-Z, en hommage à un physicien, et le symbole de l'unité c'est Hz, Hertz. La fréquence F et la période t sont liées par la formule F égale 1 divisé par t. Et donc si la période est en secondes, la fréquence est en Hertz. Ça veut dire que quand on utilise la formule, puisqu'on veut toujours la fréquence en Hertz, il faut s'assurer que la période est bien exprimée en secondes. Alors cette formule découle immédiatement du tableau de proportionnalité. En fait ici on a reporté la valeur de t, donc en fait si je remplace ici ça par t, on a toujours 1, 1, et donc en fait ici au niveau du tableau de proportionnalité, là on a eu la fréquence, donc en fait la fréquence on l'a obtenue en divisant 1 fois 1, c'est-à-dire 1, par t, et la formule vient de là en fait. Alors on va terminer avec une petite application, là aussi pour fixer la formule, voir comment on l'utilise, pour vous aider après à faire les exercices. Quelle serait la fréquence d'un signal identique mesuré avec un oscilloscope dont l'axe horizontal serait réglé sur 25 millisecondes. Alors j'entends par signal identique le fait que le signal fait toujours 4 divisions. Alors, je vous remontre le schéma. Et donc on suppose qu'on a donc ce même signal ici, mais la graduation a changé, c'est-à-dire ici au lieu de qu'il s'écoule 10 millisecondes, il s'écoule 25 millisecondes. Dans ce cas-là, la période ferait toujours 4 graduations, donc t, la période, 4 graduations, 4 fois, mais chaque graduation ici fait 25 millisecondes. Donc 4 fois 25, ça fait 100 millisecondes. Pour calculer la fréquence, puisque c'est ce qu'on nous demande de calculer, la fréquence c'est f, on va utiliser la formule f égale 1 sur t. Mais attention,
il faut que t soit en secondes. Il faut donc convertir les 100 millisecondes en secondes. Dans millisecondes, on entend 1000, on va donc diviser par 1000. Et 100 divisé par 1000, en fait, ça fait une période de 0,1 seconde. La fréquence, c'est donc 1 divisé par 0,1, ce qui fait 10 Hz. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce signal fait ce schéma de base, il en fait 10 à chaque seconde. C'est la fréquence du signal. Voilà, ce cours est terminé. Je vous laisse le prendre en note et je vous invite après à faire la fiche d'exercice qui est relative à ça. Et j'espère que les applications que j'ai fait au fur et à mesure vous aideront à mieux faire la fiche d'exercice.